À l'origine de ce podcast, il y a un souhait. Je souhaite que parmi ces auditrices et ces auditeurs, il y ait des parents. Qu'il y ait des pères qui prennent le temps d'être attentifs aux histoires, aux mots, au silence de la personne qui parle au micro. Je souhaite qu'en écoutant ces voix et ces témoignages, ils puissent réaliser certaines choses, qu'ils s'interrogent sur leurs responsabilités, qu'ils se demandent quels parents ils veulent être, peut-être même qu'ils se remettent en question. Qu'est-ce qu'un bon père ? Quand je pose la question, on me répond souvent que c'est un parent présent. Dans cet épisode, Aline ajoute, c'est un parent à l'écoute, capable d'accueillir la parole de son enfant. Un parent qui, parce qu'il sait parler de lui et de ses émotions, parvient à mettre suffisamment en confiance son enfant pour qu'il puisse en faire de même. Je suis Léa Specht et je vous propose d'écouter Lettre au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. L'épisode que vous allez entendre évoque le sujet des violences sexuelles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mon père, il est né en 1960, à Gennevilliers, donc banlieue parisienne. Famille d'ouvriers, autant du côté de sa mère que de son père. Son père, lui, travaillait à la SKF, sa mère était ouvrière dans une usine de peinture. Donc il grandit à Gennevilliers, avec un frère plus vieux qui va petit à petit faire pas mal de conneries, de plus en plus, et mon père va grandir en faisant aussi de plus en plus de conneries à Gennevilliers, dans les terrains vagues, à traîner. Et en fait, ma grand-mère va décider, pour éviter que mon père prenne le même chemin que son frère, de partir. Et donc, mon père, à 8 ans, ils vont déménager à Tours, donc en province. Mon grand-père prend du grade, on va dire, à la SKF. Et ma grand-mère ne retrouve pas de travail en usine. Ce qui va permettre à ma grand-mère d'être un peu plus présente pour mon père, là où elle ne l'a pas été pour son premier fils. Et mon père va être beaucoup plus cadré. Il va plus faire l'école buissonnière à 8 ans, comme il faisait à Gennevilliers pour traîner avec ses copains. Son frère, lui, vient à Tours avec eux. Il a 16 ans. Et il traîne, il zone. Je sais pas s'il vole, mais il va aussi faire de la prison. Voilà. Et mon père se construit là-dedans comme il peut, c'est-à-dire que pas vraiment. Et ce qui va le faire changer de milieu social, en fait, c'est quand même ça, c'est le départ dans la marine à 16 ans. Donc il fait l'école des mousses à Brest. Et après, il fait 1 an sur un bateau sur le Maillet-Brézé, où il part dans le nord. La Finlande, etc. Donc c'était un bateau qui repérait les sous-marins russes, vu que c'était la guerre froide. Donc il fait ça, et il est clair pour lui qu'il ne veut pas rentrer dans l'armée. Et donc à 18 ans, il rentre à la SNCF, il n'y avait pas besoin de qualification, de brevet de bac, etc. Et il rentre comme contrôleur pour faire les 3-8. Et la SNCF, puisqu'il y a fait toute sa carrière, elle lui a permis aussi de voir d'autres choses, d'être contrôleur en 3-8, contrôleur pas en 3-8, responsable d'une équipe de contrôleurs. Il a passé des examens, c'était au moment à peu près de ma naissance, pour devenir cadre. Il est parti dans la formation des contrôleurs. Enfin, il a changé de métier tout en évoluant hiérarchiquement. Et ce qui nous a toujours inculqué, c'est tout le monde peut avancer, tout le monde peut apprendre.
C'est à peu près au moment où le père d'Aline commence sa carrière à la SNCF qu'il rencontre sa mère, fille de commerçant. Ils n'ont pas encore 20 ans, ils se marient dans la foulée. Ils se marient très vite parce que c'était une obligation posée par mon grand-père maternel. Donc ils sont pas mariés, alors ils s'aimaient, mais ils sont pas mariés parce qu'ils voulaient se marier. Simplement pour mon grand-père maternel, c'était pas possible qu'un couple soit ensemble sans être marié. Et donc ça leur permettait aussi de vivre ensemble. Donc ils se marient, mais après ils font 7 ans, 7 ans sans enfants, ce qui est rare pour l'époque et surtout pour des personnes qui travaillent. Ils ont pas fait d'études, ma mère non plus. Donc dans les années 80, tu faisais des enfants globalement, si tu faisais pas d'études. Eux, non, pas du tout. Ils vont vivre leur vie, voyager. Leur grand voyage, c'est le Mexique. Et après, faire les enfants. Après, il y a les enfants. Et très vite, mon père, il est absent. C'est aussi ça dans l'évolution à la SNCF, je pense que c'est encore le cas, il faut faire une mobilité et souvent tu ne coupes pas d'aller à Paris. Donc il va faire les allers-retours à Paris pendant plusieurs années où là il va être sur la formation mais au niveau national. Il a une trentaine d'années, il fait sa carrière, sa femme elle bosse, et elle est libre, elle fait du théâtre, mais en fait elle élève quand même les enfants. Elle fait quand même les tâches ménagères. Alors, il y a une répartition. Moi, j'ai toujours vu mon père cuisiner, il faisait le marché le dimanche. Mais il y a quand même un truc encore ancré de l'évolution de carrière, c'est l'homme. On est vraiment dans la famille parfaite des années 90, de classe moyenne, avec ce père qui essaie de trouver sa place aussi, en fait. Finalement, la maison, le jardin, le côté cadre, alors qu'il vient pas de là. Il y trouve son compte aussi. Et puis, comme un truc qui arrivait 20 ans plus tard, il se dit, il y a un truc qui m'a échappé, en fait. Mais pas qu'un truc, il y a plusieurs choses qui m'ont échappé. Quand il part à Paris, j'ai 6 ou 7 ans. Et il va y rester 6 ans avant de revenir. Puis après, il repart, mais je suis ado. Mais donc, on va dire, pendant toute mon enfance, où c'est là où tu as le plus gros des souvenirs, il n'est pas là. Pour moi, mon père, c'est le soir, on l'attend avant d'aller se coucher. C'était important. Il rentrait tous les soirs. Ça, c'était... je sais pas comment ça s'est décidé avec ma mère, mais il y en avait beaucoup de provinciaux qui prenaient un studio la semaine à Paris pour dormir. Non, mon père, il faisait l'aller-retour. Il préférait rentrer, dormir chez lui et voir au moins ses enfants, même 5 minutes. Mais il rentre tard de Paris, mais par contre, il me ramène le 20 minutes. Et ça, moi, c'est drôle parce que c'est quand même pas grand-chose. Mais le 20 minutes n'existait pas en province. Et ça venait d'arriver à Paris, donc c'était tout nouveau. Et ça me donne des infos sur Paris. Et voilà, moi, il me ramène 20 minutes de la gare Montparnasse, qu'il a réussi à prendre le matin. Il est désolé s'il n'a pas réussi à le prendre le matin parce qu'il y avait trop de monde et qu'il y avait plus de 20 minutes. Et après, c'est les vacances. Mon père, c'est ça, c'est les vacances. Les vacances, ouais, c'est la découverte, c'est aller au musée, c'est s'amuser, bien manger, se faire plaisir. On va faire des travaux dans le jardin, il va m'apprendre à faire du vélo, le cinéma, beaucoup. Et c'est plus la transmission de valeurs, mais un truc un peu plus profond, puisqu'en fait, c'est rare.
Mon regard d'enfant sur mon père, c'est que c'était quand même quelqu'un de droit et juste. Mais qui m'a manqué, ça c'est sûr. Même s'il m'a transmis toutes ces valeurs finalement, dans le quotidien en tant qu'enfant, ça reste un père qui est pas là, qui parle pas de lui, pas de ses émotions. Parce que dans la transmission ouvrière, enfin, et pas que ouvrière, mais chez les hommes, en fait, on parle pas d'émotions, on va pas s'apitoyer sur son sort. Il y a de ça aussi. On va pas commencer à faire une introspection pour savoir ce qui va pas, voilà. Donc ouais, quelqu'un, plein d'amour et présent, hein, comme il peut, quand il est là. Sans expression forcément des émotions. Je pense qu'il a, et j'en suis assez convaincue il sait, en tout cas aujourd'hui, que oui, il a sacrifié une vie de famille. Et il le sait, et je dis que j'en suis convaincue parce que moi, je sais que je lui ai dit. Et je sais que ça lui a fait mal, parce que je verbalisais certainement quelque chose qu'il avait en lui, d'enfoui, ou qu'il percevait, ou qu'il savait, mais que ça fait toujours plus mal quand tu l'entends de l'autre, et peut-être aussi encore plus de ton enfant. Et il y a eu des loupés. Clairement. Mais forcément, tu loupes des choses par ton absence. Involontaire. Enfin, c'est la vie, c'est le travail. Il faut travailler, il faut bouger, donc tu bouges. Mon père, notre relation et le fait que je puisse en parler de sa vie, de son enfance, et encore, j'en ai finalement pas tant parlé que ça. Cette proximité, en tout cas, qu'on a, elle a toujours été là, en fait. Il y a toujours eu un lien. Mais le fait qu'aujourd'hui, ce lien, il soit aussi verbal par la communication, le fait qu'on se parle beaucoup, que je l'appelle beaucoup, qui me parle, parce que je pourrais l'appeler et qui ne parle pas, mais en fait, il me parle. Il y a ce tournant. C'est vraiment quand j'ai dit à mes parents ce qui m'était arrivé, enfant et jeune adulte. Où donc à 27 ans, je rentre chez eux pour leur parler. Et où je leur dis que j'ai été violée de mes 6 à 12 ans, puis à 20 ans, et frappée aussi à 20 ans. Et là, c'est un choc pour mon père. Mon père, il s'attend pas à ça. C'est lui, il découvre tout. Et à partir de ce moment-là, il y a un lien qui était préexistant qui va se renforcer. Sa première réaction, il s'est barré de la pièce. On était dans le salon chez mes parents, il est sorti, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il a frappé un mur, s'il a hurlé quelque part, je ne sais pas. Il est revenu, j'ai vu qu'il avait pleuré. Sa première question, ça a été « Comment est-ce qu'on peut t'aider ?»
et qu'est-ce que tu veux d'eux. Et à partir de là, il est resté là-dessus. Mais c'est juste c'est la meilleure des réactions, en fait. C'est finalement, toi, tu veux quoi? T'as besoin de quoi? À ce moment-là, dans ma vie, c'était quand on aborde ces sujets-là, je peux en rire, ou comme je peux ne pas les aborder, ça me monte et c'est pas possible. Tout ce que je vous demande, c'est de le percevoir et qu'on change de sujet. Et ça, mais il est ultra alerte. Et il a pas dévié. Il est toujours attentif. Ouais, enfin, sur ça, il m'impressionne parce que je sais que ce que j'ai demandé, c'est très dur. Et il m'impressionne d'y arriver. Je sais que lui, il n'a pas été bien derrière, il a été mal à l'aise, mais il a fait finalement son travail avec lui-même. Avancer, je pense qu'il y a des conséquences, enfin, forcément pour lui. Moi, je l'ai pas... Enfin, il a eu l'intelligence d'esprit de pas me faire part de son mal-être, peut-être, par rapport à ça. Il y a une des choses qu'il m'a dites, c'est que il me reconnaissait plus quand j'étais enfant. Qu'il y avait eu quelque chose. Que d'une enfant vive à 3 ans, sûre d'elle et qui parle beaucoup, intrépide, je suis devenue une enfant beaucoup plus calme, angoissée, pas timide, j'ai jamais été, mais plus réservée et plus seule, en fait, surtout très seule. Et il m'a vu changer. Et il a vu que mon caractère n'était plus le même, mais il savait pas l'expliquer. Et de ça, en fait, cette réaction-là, ça a été... ça a exprimé aussi que lui, il comprenait peut-être quelque chose qu'il avait perçu, mais qui s'expliquait pas. Qui comprenait aussi la femme que j'étais devenue, l'adolescente que j'avais été. Et depuis, bah oui, on se parle énormément. C'est pas une personne qui exprime ses émotions, et le fait que je sois allée aussi durement dans l'expression de traumatisme, sans barrière, parce que je l'ai vraiment fait en lâchant tout et en donnant des détails pour qu'il n'y ait pas d'imagination de leur part, qu'il y ait aussi le moins de questions possible après, qu'ils sachent tout, que ce soit fait une bonne fois. Bah ça a permis d'ouvrir un dialogue avec lui, profond. Et ça a permis d'avoir cette connexion, de pouvoir se dire qu'on s'aime, de pouvoir se dire qu'on est là l'un pour l'autre. Ça va dans les deux sens, d'être là l'un pour l'autre. Et au fond, il l'avait vu. Mais tu sais pas quoi faire avec un enfant qui est différent. On te dit pas que potentiellement c'est à cause de ça. Et ça, c'est extrêmement important, les pères et les mères, et tous parents, en fait, un enfant qui change. C'est pas anodin. Ça révèle quelque chose qui se passe à ce moment-là dans sa vie. On n'est pas sur de l'adolescence où on se cherche et on fait des crises, et puis après, en fait, on fait plus des crises, on se renferme. Non, on est des enfants, c'est des enfants. Donc, il n'y a pas normalement d'un changement comme ça, extrême dans un comportement. Ça peut être plein de choses, ça peut être du harcèlement scolaire, ça peut être une gestion d'une grand-mère morte et qu'ils n'arrivent pas à faire face. C'est pas tout de suite des violences sexuelles ou physiques ou psychiques, voilà. Mais, et ça c'est important.
Parce que, au fond, ce qu'il m'a exprimé, c'était ça, c'est qu'il avait vu, mais qu'il savait pas quoi faire de cette info. Donc c'est quelque chose qui est resté dans sa tête, de je ne reconnais pas ma fille. Mais peut-être que c'est comme ça qu'elle grandit. Peut-être que finalement c'est ça son caractère. Que tu détermines pas le caractère de quelqu'un à ses 3 ans. Mais en fait un peu si quand même, notre caractère à nos 3 ans. Ok, il y a l'insouciance, il y a plein de choses. Mais c'est quand même ce qu'on est au fond. Et que bah oui, moi, ça m'a profondément changé ce qui m'est arrivé. Et je suis pas sûre de retrouver qui j'étais à l'origine, mais faut savoir vraiment qui je suis, mais ça m'appartient. Et lui, bah, il essaie de retrouver sa fille, il me soutient dans cette démarche-là. Et donc ça, c'est un message pour tous les parents. Allez parler avec vos enfants. Exprimer ses émotions en tant que parent permet à l'enfant de savoir qu'il peut exprimer les siennes. Moi, effectivement, j'ai cherché de l'aide à 8 ans. L'aide, je l'ai cherchée auprès de ma mère et je l'ai pas trouvée. Et même après, à 20 ans, je l'ai pas trouvée. Pas après de mon père. Alors que pourtant, en fait, il me l'aurait apporté. Peut-être, peut-être pas. Mais il aurait été en capacité, en tout cas, en tant qu'adulte. Mais comme on parlait pas d'émotions, on parlait pas des siennes en tout cas. Moi j'avais le droit de pleurer, etc. Mais c'est plutôt ma mère qui me réconfortait que mon père. Donc je vais chercher de l'aide auprès de celle qui m'a déjà réconfortée et puis de celle qui en fait partie de ma vie quotidienne. J'ai cherché de l'aide une fois, je l'ai pas reçue. J'ai fait ce que font la plupart des enfants grâce à notre super cerveau qui sait partout là, qui te dit que tu vis des choses pas si négatives. Bon. Et adulte, c'est une autre, enfin adulte à 20 ans, c'est une autre situation, c'est de l'emprise, c'est de la honte beaucoup, mais en même temps comme enfant, hein, c'est de la honte, de la culpabilité, je suis pas non plus allée voir mon père. Après, j'ai jamais aussi, je me suis jamais dit qu'il pouvait faire quelque chose. Peut-être ça qui est le plus dur finalement, enfin de se dire qu'il peut rien faire parce qu'il est pas là. Comment tu te sens emprisonné alors que tu peux montrer une forme d'épanouissement à l'extérieur? Comment tu te perds là-dedans? Mais en fait, c'est la personne qui te fait que tu te perds, c'est pas toi. Les difficultés derrière à se reconstruire, savoir qui tu es, à savoir est-ce que là, c'est toi qui veux ou c'est l'autre qui veut pour toi? C'est quoi consentir? C'est quoi être libre? C'est quoi coucher avec quelqu'un, en fait, aussi? Ça, c'est pas dit, souvent. Qu'en fait, toutes ces conséquences, elles sont à... C'est un peu fataliste, mais si, elles sont à vie, en fait, parce que tu chemines, parce que tu fais un premier temps de travail. Bon. Puis en fait, il y a un autre temps de travail, 3 ans après, on t'avait pas prévenu. Et au moment, t'as juste envie que ça s'arrête, en fait. Et mon père, ça, je peux lui dire maintenant. Beaucoup plus... c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, un sujet qui était un sujet tabou, avec une personne qui ne parle pas de ses émotions,
on en arrive aujourd'hui à des moments où je peux lui exprimer tout ça. Et je sais que je le peux, non pas parce que je suis sa fille et qu'il est gentil et qu'il m'écoute. Non, parce que sincèrement, il a envie de comprendre et de m'aider comme il peut. Et c'est assez formidable la vie de voir qu'une personne où tu pourrais te dire oh bah non, c'est un sujet tabou, surtout faut pas en parler. Mais non, en fait, tu peux y arriver, tu peux en parler. En fait, c'est juste une personne émotive qui est gênée, mais qu'il faut pas mais qui est plein d'amour et de tendresse pour ses enfants, mais pas c'est que ses enfants en fait. Enfin, il y a les gens autour, les êtres humains, enfin, d'être là, présent pour l'autre. Donc le fait de dire ce qui m'était arrivé en fait, a rendu matériel la connexion qu'on avait avec mon père. Voilà, elle a toujours été là, c'est indéniable, mais finalement, elle se matérialisait pas trop, elle se verbalisait pas. Enfin, il y a vraiment eu un changement dans nos rapports, où on a à la fois beaucoup parlé, mais pas juste parler pour parler, c'est de la vie, de son rapport à la vie, du mien, de ce qu'on ressent. Et nous, ce que ça a construit finalement, la révélation, la verbalisation de ce qui m'était arrivé, ça a permis d'avoir un lien où on va s'appeler, où il va pouvoir me dire comment il va, ce qu'il fait, ce qu'il a lu, et on va aller dans ce qu'on en ressent. Quelque chose qui n'existait pas avec mon père, d'être sur qu'est-ce qu'on ressent. On est sur qu'est-ce qu'on en pense. Qu'est-ce que tel auteur, tel article que j'ai lu, on a toujours cette relation-là, hein, mais qu'est-ce que t'en ressens? Comment tu te places face tout ce qu'on apprend sur les violences faites aux enfants, sur les femmes violées, et donc il y a toujours cet aspect, en fait ça nous concerne, et comment on fait avec les autres, comment on fait dans la société, comment on enraye ça aussi, comment on protège les enfants, comment on aide, comment on s'aide aussi. Je ne pense pas qu'on aurait ces discussions s'il n'y avait pas eu le moment où je l'ai verbalisé. Clairement. J'aurais pu faire le travail sur moi, comprendre ce qui m'était arrivé, mettre des mots, et puis en vouloir à ma mère, ne pas en parler à mon père parce qu'on ne parle pas de ça, et continuer mon chemin. Finalement, j'aurais pu faire ça. Et en fait, ça fait extrêmement de bien dans la relation. Parce qu'il y a quelque chose qui est souvent, et qui en l'occurrence est naturel avec ma mère, d'être sur comment je me sens, qui n'était pas naturel avec mon père et qui l'est devenu. Mais ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je me dis que si c'est le jour où il va partir, mais il va tellement me manquer. Enfin, ça a été aussi ça, le départ à la retraite. Moi, j'avais peur. J'avais une peur de le perdre. D'avoir on retombe sur du cliché, hein, mais de la personne qui a vécu pour le travail, qui part à la retraite et qui meurt. Voilà, moi, c'était ma peur.
Donc on est partis tous les deux. Je voulais qu'on parte en voyage. On est partis quasiment 15 jours ensemble. Et ça a été formidable de construction de cette relation aussi, à deux. Et il y a eu vraiment une forme de symbiose en fait, sans beaucoup parler, parce qu'on ne fait pas que parler, on a aussi beaucoup de moments où on ne parle pas. Mais on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Il y a la reconstruction d'un lien père-fille. Et sa réaction de « je ne te comprenais pas, je te reconnaissais pas », en fait, tout est là. C'est... on reconstruit quelque chose qui s'est perdu et qui n'a pas pu être construit. Il y a les deux, en fait. C'est perdu par ce qui m'est arrivé, n'a pas pu être construit par son absence. Et on rattrape les années perdues en intense... faut qu'on reparte en vacances. Le père d'Aline, comme beaucoup d'hommes de sa génération, a fait carrière. Il a progressé. Il a gravi les échelons. Il n'était pas beaucoup là. Mais il a transmis des valeurs à sa fille et lui a fait découvrir des choses qu'elle aime encore aujourd'hui. Il lui a aussi terriblement manqué. Une fois adulte, Aline lui a raconté ce qui lui était arrivé dans l'enfance, puis lorsqu'elle avait 20 ans. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait pas compris. Il l'accompagne depuis, le long de ce chemin infini, qui est celui de la reconstruction de soi après un viol. Personne ne dit qu'il est facile d'accueillir la parole d'un proche qui a été victime d'abus, encore moins de son enfant. C'est douloureux, c'est déchirant, mais c'est nécessaire d'écouter, vraiment. Comme à chaque épisode, j'ai demandé à Aline ce qu'elle souhaiterait dire à son père. Je vous laisse avec sa réponse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père. Je suis tellement fière d'être sa fille. Il sait que je l'aime, après, je peux lui dire que je l'aime. Mais ouais, je suis fière d'être sa fille. Et je lui dis merci.